On va débattre de deux sujets différents dans Bonsoir le Gard. Je vous propose de démarrer avec le premier débat sur l'irresponsabilité pénale. Quelques affaires récentes sont venues remettre en cause ce principe. Les explications en images. Dès 1810, le Code pénal prévoyait déjà dans son article 64 que les tribunaux, dans leur jugement indépendant et libre, s'efforcent de juger tout crime en faisant la part entre le mal et la folie. Le nouveau Code pénal a repris cette notion qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque le mis en cause est en état de démence au moment des faits. C'est alors l'irresponsabilité pénale qui prévaut, mais sous le feu des émotions, les dernières affaires criminelles ont ébranlé ce principe, les Français acceptant de moins en moins que les criminels a priori privés de leurs facultés intellectuelles soient exonérés de toute sanction. En réalité pourtant, une personne irresponsable pénalement n'est pas pour autant libre de ses mouvements. Des mesures de sûreté sont prévues et l'hôpital psychiatrique se substitue à la prison. Emmanuel Macron a toutefois demandé au garde des Sceaux de légiférer pour faire évoluer la loi en prenant en compte la prise volontaire de substances toxiques par un individu conduisant à l'abolition de son discernement. On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Allez, on va démarrer avec Philippe sur le sujet. Bon Philippe, c'est forcément un sujet ô combien difficile, l'irresponsabilité pénale, parce qu'il y a forcément beaucoup d'émotions suivant les affaires qui sont concernées. On l'a vu cette année en particulier avec quelques affaires où le sujet de l'irresponsabilité pénale est venu sur la table. Quel est votre sentiment, quel est votre point de vue sur le sujet ? Comme vous le dites, Abdel, c'est un sujet qui est extrêmement précis, technique et qui demande, comme le président de la République l'a fait, de légiférer dessus. Aujourd'hui, on est face à des cas très particuliers où il faut effectivement trouver des solutions lorsque on a une femme, un homme qui est accusé, mais qui a des troubles comportementaux qui expliquent aussi son geste. Il faut mais est-ce qu'à chaque fait divers, on est obligé, Philippe, de légiférer ? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas déjà des principes qui sont là, et est-ce qu'ils ne sont pas suffisants ? Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, des auteurs de crimes qui font preuve de folie dans leur acte, est-ce qu'aujourd'hui on doit remettre en cause ce principe ? Il faut déjà qu'on connaisse réellement la personnalité de ces auteurs. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Vous le voyez dans tous les cas, dans toutes les nouvelles affaires. On a des gens qui arrivent comme ça, qui n'avaient pas d'antécédents judiciaires et qu'il faut forcément traiter. Donc il y a la partie médicale qui doit entrer en jeu absolument et un accompagnement qui doit se faire dans l'immédiat. Nicolas, quel est votre point de vue et peut-être plus précisément sur la demande d'Emmanuel Macron au garde des Sceaux de dire à un moment donné, quand il y a volontairement une prise de substance qui amène à ces crimes, la responsabilité doit être engagée. Est-ce que vous y êtes favorable à ça ? Complètement favorable. Ça fait écho à un fait divers qui n'est pas si récent que ça, l'assassinat de Sarah Halimi, qui a été défenestré par quelqu'un qui avait consommé du cannabis. De manière importante. De manière importante. Et forcément, quand on se met soi-même en danger en consommant des stupéfiants, et que derrière on n'est plus maître de soi, se pose la question de la responsabilité. Elle se pose différemment que dans le cas où on parle de quelqu'un qui a un trouble mental constant, et qu'on doit protéger aussi de lui-même avec des dispositifs qui doivent être eux dans l'anticipation. Est-ce que cette prise de substance, je me fais l'avocat du diable, encore une fois, je ne fais que poser des questions, mais est-ce que cette prise de substance illicite, elle n'est pas liée déjà peut-être à un terrain social, un terrain médical déjà peut-être compliqué ? Parce que est-ce que c'est une prise de substance récréative ou est-ce qu'on est sur un autre terrain ? C'est exactement ce que je dis, c'est que quand la justice passe, c'est qu'il est trop tard. Et donc, ça signifie que si on n'est pas capable socialement de s'organiser pour apporter des réponses aux fragilités des individus et aux fragilités collectives, on constate des faits qui s'accumulent. Alors il faut quand même dire qu'entre 1980 et aujourd'hui, on a divisé par 4 le nombre de non-lieux qui sont liés à une irresponsabilité. Donc ça signifie quand même qu'on juge différemment. Monsieur le maire, bien évidemment, on vous pose la question sur le sujet. Oui, mais vous avez un point de vue ? j'ai un vrai point de vue dessus. C'est-à-dire que l'irresponsabilité, je partage un peu l'avis du ministre de la Justice. Aujourd'hui, vous le disiez à l'instant, est-ce qu'on a besoin de revenir en permanence sur des lois ? Oui, quand il y a des vides juridiques. Et là, on a un vide juridique. C'est-à-dire que, et on vient de commencer le débat, est-ce que lorsque je prends des substances illicites, je suis dans un état tel que je ne suis plus responsable de mes gestes.
C'est ça le problème. C'est-à-dire que est-ce que la prise de substances illicites peut se comparer à quelqu'un qui physiologiquement est passif et qui subit ces problèmes de violence. Donc on a là d'un côté quelqu'un qui est actif et de l'autre côté quelqu'un qui lui, c'est dans son cerveau, c'est dans son corps, c'est dans son comportement, qui lui les subit. Moi ce que je pense, c'est derrière, c'est que il faut, et dans votre question elle est très bonne, c'est la famille, les gens qui sont la place. Quelle place ? Moi, aujourd'hui, autour de cette table, on subirait ce type de problème. Je pense que nous demanderions quelle est la condamnation qui doit être faite. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui l'irresponsabilité pénale est en jeu qu'une condamnation ne doit pas être prononcée. Elle doit être prononcée parce que tout simplement, si c'est, je dirais, passif, eh ben, la personne, va aller dans un hôpital psychiatrique pendant 20 ans, 30 ans à perpétuité, parce qu'on n'a pas de moyens, je veux dire, de le faire sortir de cette... Par contre, quand c'est actif, à un moment donné, on se doit d'aider ces personnes pour les faire sortir de cet état. Et à la sortie de cet état, la peine doit commencer. Et c'est ça que je dis. Et c'est là que la subtilité, les propos du président de la République ne sont pas plus que cela. Dire entre l'actif et le passif, regardons comme si l'actif, une peine ne doit pas être prononcée et exécutée du moment que la personne est en mesure de comprendre ce qui s'est passé. Nicolas. Je vais me permettre un complément, c'est que dans votre question, vous posez la question des victimes. Oui, il faut penser aux victimes. C'est l'incompréhension des victimes, en réalité, c'est ça. Parce que quand il y a une irresponsabilité pénale, il n'y a pas de condamnation. Voilà, il n'y a pas de procès. Les victimes... En fait, on prive les familles d'un procès. Et ça, je suis entièrement d'accord avec le maire de Bagnols-sur-Cèze. Pour leur rendre justice. Pour leur rendre justice, quand bien même on conclut à l'irresponsabilité et on met en place des mesures alternatives, puisque le reportage explique qu'il y a des mesures alternatives et oui, on ne les laisse pas dans la nature. Quand même, le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de danger de récidive. Exactement. Merci à tous pour ce premier débat. Passons au deuxième sujet tout de suite, la grande émission sur la première chaîne d'Europe, TF1 ce mercredi, où Emmanuel Macron pourra durant 2 heures faire son bilan, une nouvelle qui ne plaît pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, à ses concurrents, les enjeux en images. La fin de l'année est marquée par la 5e vague liée à la Covid. Elle s'apprête aussi à être agrémentée de la vague médiatique Macron, matin, midi et soir. Alors que le président de la République envisage de se déclarer candidat tardivement pour un second mandat, il utilise toutes les ficelles, y compris les plus grosses, pour convaincre les Français que finalement, le meilleur pour les 5 prochaines années, c'est lui. Il n'hésitera pas à expliquer tout cela demain soir mercredi à 21h sur TF1, un entretien baptisé Où va la France, qui reviendra sur le bilan du mandat et sur les perspectives pour les années futures. Un rendez-vous dénoncé à juste titre par Valérie Pécresse, candidate Les Républicains, qui a décidé de saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour une égalité de traitement. En effet, le président de la République bénéficie là d'une fenêtre médiatique significative alors qu'il n'est pas encore candidat. On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Alors je propose de démarrer ce débat en posant la question au maire de Bagnols-sur-Cèze, notre invité Jean-Yves Chaplet, parce que vous vous êtes retrouvé dans une configuration de maire sortant face à d'autres concurrents. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'Emmanuel Macron, qui demain va bénéficier quand même d'une audience très forte sur TF1 pendant 2 heures, ce qu'on appelle le prime time, est-ce que il n'y a pas une forme d'injustice par rapport aux autres candidats? Alors, moi, je suis pour ceux qui me connaissent, je suis un républicain pur dans la main. Il y a le CSA qui est indépendant, et on le connaît tous, qui peut même être très pointilleux sur les prises de temps de parole. Donc je fais confiance au CSA. Si ces temps de parole du président de la République doivent être décomptés, ils seront décomptés au même titre. Mais bon, Valérie Pécresse a saisi d'ailleurs. Voilà, elle l'a saisi. Et Et c'est ça notre démocratie. Depuis des mois, on nous raconte, on nous rabâche du Zemmour quand il fait son doigt d'honneur, quand il dit que Pétain a protégé les Juifs, enfin machin, et que personne n'a eu c'est pas tout à fait vrai, parce que sur Éric Zemmour, quand même beaucoup de concurrents qui sont remontés contre notamment les chaînes qui ont donné personne n'a été au CSA dire c'est scandaleux. Mais la question ce soir, peut-être, c'est surtout ça, qu'il n'est pas candidat encore aujourd'hui par rapport aux autres. Et donc j'en viens là. Moi aujourd'hui, j'ai vécu 52 directs pendant le premier confinement où les populations, les Bagnolaises, étaient apeurées. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a tous envie d'aller faire des vacances, des repas de famille, des fêtes de famille, et on nous dit, ben non, il ne faut pas y aller, il va falloir... Si on considère que d'annoncer ça à la télé, c'est faire campagne, je
pense que le président de la République, lorsqu'il va faire campagne, il va le faire un peu mieux. Mais demain soir, c'est pas tout à fait et puis, ça. Hein. que le président de la République parle aujourd'hui, il vient de prendre la présidence de l'Europe, qui dit ce qu'il va faire sur l'Europe. Enfin, moi, j'ai envie de l'entendre. Et Alors, c'est en dehors de demain, juste pour rappeler, recontextualiser, l'émission de demain, c'est son bilan sur ses 5 ans de mandat et les perspectives à venir. Hein. Si aujourd'hui, et je le dis, je suis un démocrate et un républicain, le CSA est un organisme indépendant. Personne, et tous les présidents de la République qui ont précédé s'y sont cassés les dents. Si ça doit être décompté, ça sera décompté. Moi aujourd'hui, il n'est pas encore, annoncé candidat, et je constate que quand même beaucoup d'autres candidats ont profité aussi de ces temps de parole. Philippe Pécou, est-ce que ça vous gêne, Philippe, qu'aujourd'hui Emmanuel Macron puisse bénéficier de 2 heures d'antenne sur TF1 pour faire son bilan, pour présenter les perspectives de la France pour les prochaines années, alors qu'il n'est pas officiellement candidat? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous trouvez ça dérangeant par rapport aux autres candidats? Ni dérangé, ni choqué. On est là avec un président de la République qui va venir s'exprimer sur des sujets, comme le disait Jean-Yves Chapelain, graves, qui va refaire effectivement un bilan de sans doute cette situation de crise que nous avons vécue, comment on l'a traversée, avec des perspectives Vous n'avez pas derrière. quand même le sentiment qu'aujourd'hui, parce qu'il voit Valérie Pécresse qui progresse aussi dans les sondages, Non, parce que ça s'est décidé il y a très peu de temps, hein, cette mais émission je ne suis pas prime time, du tout inquiet. Je pense qu'il faut qu'on pense à l'histoire aussi. Il y a eu d'autres présidents de la République avant lui qui ont eu sans doute d'autres exercices un peu similaires et sans doute des concurrents qui se sont indignés parce qu'ils n'avaient peut-être pas le temps de parole escompté. Mais tout cela, comme le disait le maire de Bagnols-sur-Cèze, se rattrapera avec l'organisme qu'est le CSA et qui sera jugé, évidemment, le moment venu, sur le temps de parole de chacun. Je rappelle qu'Éric Zemmour a vu son temps de parole décompté alors qu'il n'était pas déclaré candidat non plus. Hein. Donc ça peut arriver. Nicolas, quel est votre point de vue? Vous êtes d'accord avec les personnes autour de la table? J'apporterai quand même un bémol. Ah, une nuance. Une nuance, on va dire. C'est pas très nouveau monde, effectivement, puisque c'est de coutume de jouer avec cette ambiguïté. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, en 2012, a vu son temps de parole décompté lorsqu'il s'est exprimé début janvier, me semble-t-il. Je trouve que c'est pas très nouveau monde, que c'est un peu... Et je crois qu'un président gagne à être clair sur ses intentions. Plus personne ne doute réellement qu'il sera candidat. Et je vais, pour expliciter mon point de vue, citer un patron de presse local, parce que je partage son point de vue. C'est, voilà, comme Emmanuel Macron n'a pas de raison objective de renoncer, il devrait y aller, et maintenant. C'est une citation d'Abdel Samari, et je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense qu'il faut clarifier cette situation, et puis voilà, assumer. Il n'y a pas de mal avec ça. Un président en exercice doit présider, mais il peut aussi assumer qu'il a des perspectives pour la suite. Pour élargir peut-être le débat, est-ce que c'est une bonne stratégie pour Emmanuel Macron d'attendre et de se présenter un peu au dernier moment? Il a envie un peu de copier la stratégie de Nicolas Sarkozy. En 2012, ça n'a pas vraiment réussi d'ailleurs à Nicolas Sarkozy, mais est-ce que c'est une bonne idée? Ou de Mitterrand en 88 aussi. Voilà, de se présenter au dernier moment. Voilà, ça a davantage réussi à François Mitterrand, mais il sortait quand même d'une cohabitation. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, non, je trouve que c'est une très mauvaise stratégie, je le dis. C'est-à-dire que je pense que dans la tête de nos concitoyens, il est candidat. Il n'est pas déclaré, mais il est candidat. Donc c'est un peu hypocrite de ne pas le dire. Je ne sais pas si c'est hypocrite, mais en tous les cas, je partage un peu cet avis de dire, allez, maintenant, il faut y aller, quoi. Voilà. Moi, Surtout pense... que pendant ce temps-là, les autres... Voilà, c'est des débats, idées, je pense que c'est un débat, on a tous besoin d'entendre, après les propos de l'extrême droite, de la droite radicale, moi j'ai besoin d'entendre parler d'Europe, j'ai besoin d'entendre parler protection sociale, réforme des retraites, j'ai besoin d'entendre relance économique. Voilà, mais oui, des idées. Plus du tout. Voilà, mais aujourd'hui, j'ai envie d'entendre parler des démocrates et arrêter de me dire que les idées d'extrême, c'est ça qui va mener la campagne, quoi. Philippe, vous partagez ce point de vue sur effectivement, alors est-ce que c'est une bonne stratégie pour Emmanuel Macron de se déclarer au tout dernier moment? Et puis la deuxième des choses, est-ce que le fait qu'il se présente aujourd'hui en tant que candidat officiellement permettra effectivement de mettre sur la table davantage de sujets et peut-être plus d'idées de gauche? Alors, que ce soit un peu
un peu attendu, oui, effectivement, ou c'est là maintenant, ou alors ça va être très tard en début d'année. Donc effectivement, c'est un président qui aurait pu d'ores et déjà déclarer qu'il était candidat, d'autant que les sondages lui donnent quand même une certaine avance et qui est quand même confortable au regard de sa future candidature. Donc oui, je suis d'accord que maintenant, il faut qu'on ait un débat d'idées, un vrai, et qu'on arrête de ressasser toujours les mêmes candidats qui reviennent sur les plateaux et ces idées souvent un peu négatives qui sont diffusées.